Si nous étions revenus, nous aurions exigé tant d'amour, 1000 bras pour nous envelopper, et la nuit des berceuses du temps d'antan, que les saisons et les chants se mettent au diapason de notre chagrin. Nous aurions réclamé que les lacs et les forêts portent avec nous un deuil indéterminé, que les rires cessent, que la pluie se taise, comme des enfants après un cauchemar. Il aurait fallu nous rassurer, consoler, apaiser. Des pansements à changer souvent et une délicatesse infinie derrière chaque mot. Amour et patience infinie. Seule une mère. Nous sommes restés là-bas. Il valait mieux pour tout le monde. Merci Mario. Alors vous venez d'entendre un des textes qui est tiré du recueil que Beata Umbaï Marez a publié chez Mémoire d'Encrier, Culbuter le malheur. On reviendra sur ce titre tout à l'heure. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir. Alors, on a des spectateurs dans nos locaux chez Gallimard et Flammarion sur la rue Saint-Laurent. Et puis, vous, derrière votre écran d'ordinateur, dans votre librairie, votre bibliothèque. Et je voudrais aussi souligner la présence d'élèves du collège Stanislas. Alors, un spécial bienvenue à vous pour cette rencontre matinale. Et peut-être donc, c'était Mario Laframboise, qui est libraire à la librairie Gallimard. Et moi, je m'appelle Gilda Routy et je m'occupe un peu de l'agitation des livres que nous représentons. Vous le savez sans doute, nous allons commémorer dans quelques semaines le 30e anniversaire du génocide des Tutsis au Rwanda. Il faut se rappeler qu'entre avril et juin 1994, 1 million de Tutsis ont été massacrés, souvent à la machette, par leurs voisins, par des hommes qu'ils avaient soignés, qu'ils avaient éduqués et auxquels ils avaient enseigné parfois. Vous le dites, le mot magnifiquement bien, mais c'est horrible, me vient pour parler de ce qui a été vécu par votre peuple. Comme dans beaucoup de massacres ou dans des grandes difficultés, il y a toujours un temps où la parole ne vient pas. Vous parlez beaucoup des personnes qui ont vécu la Shoah. Il y a un temps pour parler, puis il y a un temps pour être entendu, parce que souvent, quand on ne parle pas, c'est parce que les personnes qui sont autour de nous n'ont pas les oreilles prêtes pour écouter. Et donc, vous avez décidé, dans votre travail, Beata, vous avez vécu ce génocide. Dans le convoi, vous allez raconter comment vous avez survécu. Et vous avez décidé, dans un premier temps, donc vous êtes arrivé en France, vous avez étudié en France, vous faites des ateliers, vous avez travaillé pour Médecins sans frontières, vous faites des ateliers littéraires. Et donc, dans un premier temps, quand vous avez pris la parole, c'est autour de la fiction. Et là, vous avez décidé, et puis vous allez nous raconter comment ce choix a été fait, vous avez décidé de ne plus passer par la fiction pour dire l'innommable, mais plutôt par le témoignage et par la poésie. Alors, deux titres, donc, tentent de raconter ce qui a été vécu non plus sous la fiction. Le premier, c'est Le Convoi, publié chez Flammarion. Et ce matin, je me suis réveillée à 4 heures et je m'entendais vous présenter. Je me suis dit, mais ça ne va pas. Et la première chose, je me suis dit, tiens, on n'a pas, quand on s'est préparé, Mario et moi, on n'a pas parlé des titres. Et le convoi, finalement, ça m'est apparu ce matin, quand on pense au mot convoi, on les voit, hein, les trains, on voit les camions, où on voit les milliers de gens qui marchent vers l'horreur. Et l'autre titre, Culbuter le malheur, dont Mario a lu un extrait tout à l'heure. Alors, je trouve ce titre absolument extraordinaire parce qu'il y a une violence dans Culbuter le malheur, mais il y a aussi un espoir, parce qu'on le culbute pour s'en débarrasser. Alors peut-être, Beata, d'abord, merci beaucoup. Il faut remercier l'équipe de Mémoire d'Encrier qui est là ce matin, qui a permis que nous vous rencontrions. C'est un grand moment pour nous. Puis vous allez aller à Québec, vous allez aller à Ottawa. Ce soir, vous êtes à notre librairie avec Michel Deshôtels.
peut-être, Béata, je trouve que ce serait intéressant que vous nous disiez comment vous avez décidé de passer de la fiction, qui mettait toujours quand même en scène des femmes qui avaient vécu ce traumatisme, mais comment vous avez décidé de passer de la fiction à ce récit, témoignage, et aussi à ce recueil de poèmes. Merci beaucoup, Gilda, pour cette introduction. Merci, Mario, pour la lecture. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas, voilà, je m'adresse aux gens qui sont là aussi. Je voudrais aussi, oui, encore une fois, remercier l'équipe de Mémoire d'Encrier voilà, qui a organisé ça avec vous. Et je suis ravie aussi de rencontrer l'équipe de Flammarion Gallimard à Montréal. Je reviens à Montréal où je suis souvent venue et où j'aime venir avec ces deux livres, effectivement. Alors, comment répondre à cette question? Ça va être un peu long, je vais essayer de... Mais on a une heure, on a tout notre temps. Alors, on est prêts. Les autres, derrière l'écran, je suis sûre qu'ils sont bien installés. Donc... Alors, je voudrais vraiment envoyer, c'est pas du tout de la discrimination contre les adultes et les personnes plus âgées, mais un grand bonjour aux élèves du collège Stanislas, parce que je pense que dans ce que je fais aujourd'hui, il y a vraiment une adresse aux jeunes et à la nouvelle génération et à celles et ceux auxquels je parle quand je vais dans les écoles, dans les lycées, en leur disant ce dont je vous parle, je l'ai vécu à l'âge que vous avez aujourd'hui, à l'âge de 15 ans. Et je reçois toujours une qualité d'écoute absolument extraordinaire de la part des adolescentes et des adolescents dont on a souvent tendance à dire qu'ils ne s'intéressent à rien, qu'ils sont autocentrés, pas du tout. Donc bonjour le collège Stanislas et merci d'être là. J'avais pas du tout prévu d'être écrivaine, moi. Pour la petite histoire, avant le génocide, je rêvais d'être journaliste à la radio. Et puis, quand j'arrive en France en 94, je suis scolarisée dans un lycée dans le nord de la France et je passe beaucoup de temps au CDI, à la bibliothèque du lycée. Et je tombe sur le rapport de Reporters sans frontières de cette année, de 94. Enfin, pardon, je parle un peu belge aussi, hein, c'est la francophonie. Et je vois la liste des journalistes rwandais tués pendant le génocide et je me dis c'est peut-être un métier trop dangereux. Mais quelque part, j'étais quand même déjà dans l'idée de raconter des histoires, mais j'arrête à ce moment-là. Je m'engage de façon très romantique dans ce qu'on appelle l'humanitaire. Comme vous l'avez dit, Médecins sans frontières, SAMU social international. C'est comme ça aussi que je suis venue. Alors, j'ai travaillé à Ottawa, à l'Université d'Ottawa, à l'Institut de recherche en santé des populations, parce que j'avais déjà, avec MSF, travaillé dans le champ de la lutte contre le sida et j'ai beaucoup appris, notamment en santé communautaire au Canada. Et je pense que ça se sent aussi dans ma façon d'écrire aujourd'hui, cette idée d'être dans du collectif, de prendre la parole au nom d'un collectif et d'être acteur de son histoire. C'est vraiment c'est à Ottawa que je l'ai appris ça. Donc c'est presque un juste retour des choses que je viens de présenter ce livre aujourd'hui au Canada. J'arrive à 30 ans, je lis énormément. Je lis ce qui est écrit sur le génocide des Tutsis au Rwanda, que ce soit les témoignages des survivantes et des survivants qui racontent les 100 jours du génocide, ou les essais des journalistes, des historiens et des historiennes. Et je me dis à un moment donné, il y a toujours cette phrase que je cite de Toni Morrison, s'il y a un livre que tu voudrais lire et que tu ne trouves pas, écris-le. Et ce que je voulais lire, moi, c'est ce qui se passait dans l'intimité de nos vies, quand je discutais avec d'autres survivantes, ce qu'on disait de qu'est-ce que c'est que de vivre avec ça aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que de devenir mère et de porter des frayeurs immenses qu'on a peur de transmettre à son enfant, comment est-ce que le passé fait intrusion de façon tout à fait invisible pour les gens qui nous entourent et nous fait chavirer, peut nous faire chavirer à tout instant. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pu trouver dans la littérature que je lisais depuis la jeunesse. Cette façon de pouvoir entrer dans la vie de personnages, de s'identifier à eux, que ce soit une paysanne russe du 19e siècle ou
ou un ouvrier chilien du début du XXe, je m'étais identifiée à ces gens-là et j'avais compris leur destin, leur vie, et au-delà de ça, l'histoire peut-être de cette époque ou du pays d'où ils venaient. Et je me disais que ça, je pourrais peut-être le faire à travers la littérature. Et l'autre chose que vous avez abordée en introduction, c'est cette question de est-ce que c'est indicible, innommable ou pas? Et mon expérience à moi, ça a été que malgré l'immense générosité et la charité parfois dont j'avais bénéficié de la part des gens en arrivant en France, très très peu m'avaient offert finalement euh, une ouverture pour que je puisse raconter. Je sentais de façon diffuse ou claire que c'était trop dur pour eux ou qu'ils ne voulaient pas en parler en pensant me protéger. Donc, je n'avais pas tellement eu un problème de dire, mais un problème d'être entendu. Et donc, il eût été indécent de ma part, face à des gens qui étaient tellement gentils, qui étaient tellement accueillants. euh, et je vous racontais hier que dans l'avion, en venant, j'ai vu ce téléfilm qui a été adapté du roman de Oui. l'écrivaine canadienne d'origine vietnamienne Kim Thuy qui s'appelle Ru. J'ai vu le téléfilm hier en venant et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que je revivais des choses de cette famille vietnamienne de Boat People qui arrive avec toute la communauté au Québec, qui les accueille, etc. J'ai vécu un peu ça, des gens qui ramenaient des vêtements, qui venaient me voir, qui voulaient me faire visiter la France. C'était formidable et quelque part, ça aurait été indécent que je fasse intrusion dans cette gentillesse en leur disant, mais en fait, moi, je vais vous raconter c'était quoi le génocide. C'était pas possible. Donc, j'ai été une sorte de survivante résiliente, modèle. Je travaille bien à l'école, je fais Sciences Po, et ensuite, en plus, je m'engage dans l'humanitaire, donc je rends au monde ce qu'il m'a donné quelque part. Mais à un moment donné, il manquait ça. Il manquait qu'est-ce que je peux, tout ce que je n'ai pas raconté, tous ces mots-là que je n'ai pas pu dire, si ce n'est, et ça, je rends grâce à mes tuteurs de m'avoir envoyé chez une psychothérapeute, mais donc l'écriture arrive en me disant à la fois je veux raconter quelque chose d'intime et d'universel à la fois et en même temps je veux protéger, c'est-à-dire que je ne vais pas passer directement par un récit de soi ni des 100 jours du génocide, je vais parler de l'avant et de l'après à travers la fiction. Voilà. Donc tout ça, évidemment, je ne l'ai pas forcément tout conscientisé à ce point-là, mais maintenant quand je raconte, c'est ça. Donc arrivent ces nouvelles, mais la poésie a été là en fait bien avant et très tôt. Et là encore, c'est maintenant qu'on me demande d'expliquer pourquoi la poésie que je me rends compte que la poésie a toujours été là parce que ça, les gens ne le savent pas. Avant d'être une terre, parce qu'on est rentré dans le regard du monde, le Rwanda était absolument inconnu pour la grande majorité des gens jusqu'en 1994. On est rentré dans les regards du monde par ce génocide. Et il est vraiment essentiel pour nous de dire, mais attendez, avant le génocide, il y a eu un peuple rwandais qui était d'ailleurs un seul peuple, une seule ethnie, puisque les Hutus et les Tutsis ont la même langue, la même culture, la même religion. La construction des ethnies et de la racialisation est une construction coloniale par les Belges. Mais avant ça, le Rwanda est avant tout une terre de poésie. Ça, les gens ne le savent pas. On a une langue, une seule langue pour tout le monde, qui est extrêmement riche, extrêmement raffinée. Et c'est pas pour rien, par exemple, quand je dis que le titre de mon premier recueil est Jo, c'est le même mot pour dire hier et demain. C'est pas parce qu'on manque de mots, on en a énormément, mais parce que ça dit quelque chose de le rapport à la temporalité. Donc, depuis l'enfance, quelque part, je vis dans une société où, malgré la violence politique, malgré les tensions, il y a de la poésie qui est très ancienne. Et c'est important de rappeler, voilà, de dire d'où je parle. Le Rwanda est un pays qui se racontait son histoire, la poésie historiographique depuis bien avant même, je sais pas, on date ça au début du XVe siècle. Et dire aussi, et ça c'est important en tant que féministe, que celui qu'on pourrait appeler le père de la poésie rwandaise, en réalité c'est une femme, c'est Nina Lumaga, c'est elle qui a fondé les Aèdes, enfin, cette institution qui était les Aèdes de la cour, qui composait des poèmes qu'on se transmettait, parce que c'est la littérature orale de génération en génération. Et donc Nina Lumaga est vraiment celle qui a lancé cette poésie historiographique, il y avait de la poésie pastorale, et
c'était des bergers sur les collines qui disaient de la poésie. Et puis, bon, les années 80 dans lesquelles j'ai grandi, évidemment, il y avait aussi une sorte de... Cette poésie-là, on n'en voulait pas trop parce qu'elle pouvait être considérée comme venant de la cour royale Tutsi, etc. Mais néanmoins, dès qu'on allumait la radio, qu'on tombait sur les chansons de quelqu'un comme Cyprien Lugamba, c'était de la poésie constamment. Au mariage, aux cérémonies de dot, au deuil, il y avait des gens qui disaient de la poésie. Et ça, je m'en suis presque pas rendu compte jusqu'à ce que on me dise, mais pourquoi tu fais de la poésie? Eh bien, peut-être parce que je viens de cette ère de poésie-là. Et donc, j'ai griffonné, même avant que je devienne écrivaine, voilà, je griffonnais des poèmes comme ça dans mes cahiers de cours, jusqu'au jour où je me suis dit, bien, je vais faire un recueil. Et ça reste l'espace, que ce soit dans Après le progrès ou dans Culbuter le malheur, où j'ai le plus de liberté. Où je peux, si on veut vraiment me connaître, alors c'est fait de façon très rwandaise, c'est-à-dire qu'on dit les choses sans les dire, et que je passe souvent par un nous, alors que parfois c'est un jeu. C'est là où il y a où il y a le collectif, on le sent. Et le collectif est très important aussi dans nos sociétés, bien sûr. À la fois, c'est culturel, et à la fois, comme vous aurez compris, en tant que militante, que quelqu'un qui vient de la santé communautaire, qui est passé par le champ de la lutte contre le sida et qui est féministe aujourd'hui, le collectif a un sens très, très important aussi. Et j'ai envie de dire que même aujourd'hui, ici, je ne viens pas seule, Beata Ombi-Mérez, je viens avec mon collectif, là. Et c'était très symbolique parce que Culbuter le malheur est publié chez Mémoire d'Encrier avec deux éditeurs qui sont l'un haïtien, l'autre palestinienne. Donc, je suis ici avec mon histoire rwandaise, mais aussi, on est là avec nos histoires qui font tellement résonance ensemble. Et c'est ça qui est fort. Et donc, les titres, pardon, voilà, je suis toujours très, très lente, mais je ne perds pas le nord. Enfin, ici, non, mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas pour vous. Et donc, ce titre-là, effectivement, de Culbuter le malheur, encore une fois, très symboliquement, ça vient d'un poète haïtien, Georges Castrat. C'est un poème qu'il a écrit en créole, donc moi je l'ai retrouvé traduit en français dans un petit livre qui s'appelle Écrire la parole de nuit sur l'écriture de la Caraïbe. Et ce poème dit Tu me demandes, mon amour, ce qu'est la poésie, ce sont des paroles semées pour culbuter le malheur. Et je trouvais que c'était une magnifique définition de la poésie et de ce que j'essaye de faire. En créole, le mot c'est chavirer. Alors, c'était très joli aussi, chavirer, mais c'est vrai, comme vous disiez, que dans culbuter, il y a une sorte de combat. De combat et de jeu aussi, parce que culbuter, ça peut être un jeu. C'est quand on est enfant, c'est vrai que c'est un mot de l'enfance aussi, culbuter. Voilà. Et le convoi, eh bien, je raconte... donc, je n'avais pas non plus prévu d'écrire le convoi, je n'avais pas prévu de raconter ce que j'ai traversé pendant le génocide. J'étais dans une sorte de confort de la fiction qui permettait cette mise à distance. Et l'écriture de ce livre s'est imposée à moi parce que bien avant que je devienne écrivaine, j'avais cette histoire d'image que je cherchais. Il y a 15 ans, j'ai commencé à chercher une image parce que on nous avait dit peu après que nous ayons traversé la frontière en 94, donc ma mère et moi avons pu être sauvés parce qu'on a pu se cacher dans un camion d'un convoi organisé par une ONG suisse, Terre des Hommes, qui avait réussi pendant le génocide à exfiltrer plusieurs centaines d'enfants pour les amener du Rwanda, du Butare, qui était la ville où j'habitais, du sud du Rwanda, vers le Burundi. Et des gens nous avaient dit nous avoir vus à la télévision traversant la frontière. Et cette information, je l'ai gardée pendant 15 ans sans rien en faire. Et puis, bon, symboliquement aussi, je réalise que c'est au moment où je suis enceinte de mon premier fils que je me décide à aller chercher cette image en me disant s'il y a une trace de nous à ce moment si particulier qui est celui où nous devenons des survivantes, il faudrait que je la retrouve. Et ça, c'est un cheminement très très long qui va m'amener à retrouver les journalistes, à retrouver les humanitaires, à retrouver d'autres enfants,
à réaliser aussi combien c'est difficile d'avoir accès aux archives qui nous concernent pourtant, mais qui sont en Occident et qui sont inaccessibles pour nous. C'est dans ce cheminement-là qu'à un moment donné, je vais me résoudre à passer de la fiction au récit, puisque je réalise à la fois que c'est un sauvetage absolument inouï qui a été réalisé par une poignée de personnes avec 3 bouts de ficelle à un moment où le monde entier nous avait abandonnés, vraiment. Et je pense que quand je dis ça, ici au Canada, ça fait sens parce que vous connaissez le général Roméo Dallaire, vous savez à quel point lui-même a crié dans le désert et a été abandonné par son institution, les Nations Unies et la communauté internationale, et a été un des seuls à rester. Donc, voilà, Alexis Briquet et Diana Cavadini, ces deux humanitaires suisses, c'est un peu comme des Dallaire à leur niveau, évidemment, dans l'humanitaire, qui étaient parmi ces seules personnes qui sont venues ou qui sont restées pour essayer de sauver des gens. Et j'ai eu envie de leur rendre hommage, de raconter leur histoire. Et à partir du moment où je racontais aussi l'histoire des autres enfants, je ne pouvais pas ne pas dire d'où je parlais moi, c'est-à-dire quelle avait été mon expérience de cette traversée de la nuit, comme on dit, du génocide. Et le titre de convoi, parce que c'était des convois, on appelait ça les convois humanitaires, s'est imposé à moi. Évidemment, dans le livre, je dis en quoi il résonne très particulièrement depuis le pays d'où j'écris maintenant, la France, parce qu'il fait aussi référence au convoi de la mort qui ont emmené les Juifs en camp de concentration et camp d'extermination, les Juifs, les résistants, les populations roms, toutes les personnes qui ont été massacrées par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce convoi-là qui est dans votre titre aussi, c'est-à-dire que oui, il y a le convoi, et ça renvoie au convoi de la mort, mais votre convoi, vous l'appelez le convoi de la vie. Euh, Excusez-moi. Et Gilda vous elle a parlé d'espoir tout à l'heure. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, autant dans le convoi que dans le recueil de poésie. Malgré tout ce qui s'est passé, subsiste un espoir. Il y a un humanitaire que vous avez rencontré, un journaliste que vous avez rencontré qui vous a remercié à la fin de sa lettre pour dire merci de votre espoir. D'où vient cet espoir-là? Alors, l'espoir, c'est un peu une sorte de... On le doit à nos enfants. C'est quelque chose que moi, je me sens de devoir aux générations d'après. Parce que sinon, quoi? Et c'est pour ça que c'est important quand je dis que je sais qu'il y a des gens du collège Stanislas en face et qu'il y a des jeunes qui entendent ça, c'est de ne pas baisser les bras. Et ça a d'autant plus de force quand ça vient de survivantes et de survivants comme nous. Maintenant, je peux aussi avoir cela, je peux aussi, comme d'autres enfants des convois dont je parle dans le livre, être aujourd'hui une femme debout parce que j'ai eu des gens qui m'ont tendu la main, des gens qui ont été des véritables tuteurs de résilience pour moi. Je dis toujours que la résilience, c'est un terme aujourd'hui qu'on met à toutes les sauces et qui a tendance à me gêner parce qu'il y a une sorte d'injonction à la résilience. Or, il ne peut y avoir de résilience que si la société met en place ce qu'il faut pour les gens victimes, qu'elles soient victimes de violences quotidiennes, de viols, d'inceste, de guerre, de massacres, de torture, toutes ces violences-là, on ne peut être résilient que si la société met en place des tuteurs de résilience. Et la résilience, ça commence par la capacité à entendre, être en mesure d'écouter et d'entendre les victimes. Parce qu'on demande beaucoup aux victimes, on leur dit parlez, parlez, et elles parlent. En rentrant ici, il y avait la couverture du livre Triste Tigre de Nage Sino. Alors, elle était là en novembre dernier. Oui. J'ai lu son livre avec beaucoup d'émotions. Je venais de terminer l'écriture du mien. J'ai retrouvé beaucoup de choses dans ce qu'elle dit qui me parlent énormément. Et cette idée que, bien sûr, on parle, mais en face, est-ce qu'on entend, est-ce qu'on écoute et est-ce qu'on met en place le soutien, l'aide nécessaire pour se remettre des traumatismes. Voilà. Moi, je l'ai eu.
parce que j'ai été entourée de personnes formidables, que j'ai eu une thérapie, que j'ai eu aussi un système de santé en France qui me permet encore aujourd'hui d'aller voir ma psy tous les mois, que je peux, enfin voilà, je ne cache pas ça, j'ai travaillé dans le champ de la santé mentale, moi j'ai été coordinatrice d'un projet de prévention du suicide dans mon département en France pendant des années, je sais à quel point c'est difficile, je ne veux pas non plus être entre guillemets l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, les rescapés ont des troubles en santé mentale importants. Il y a des problèmes d'addiction, des problèmes de syndrome post-traumatique immenses. Et ça aussi, il faut l'entendre et se demander en tant que société qu'est-ce qu'on met en place pour le soin, pour protéger et surtout pour que ça ne se reproduise pas. C'est-à-dire qu'on peut parler des génocides du passé, mais qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui pour les génocides qui sont en cours? Ça, c'est aussi important. Et donc, l'espoir ne peut fonctionner que si on fait en sorte de bouger les choses et de changer les choses. Voilà, sinon, c'est trop facile. Mais est-ce que, puis vous avez parlé de Neige Sino tout à l'heure, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi pas un regard, mais un travail autour de la haine? Parce que vous le dites dans ce livre et dans le recueil et dans le convoi et dans le recueil de poésie, on l'a dit tout à l'heure, les génocidaires, c'était vos voisins, vous les connaissiez. Et il y a un moment donné, je pensais dans le recueil de poésie, celui qui a tué toute la journée, il a fait un bon travail. Il rentre chez lui et que dit-il à ses enfants? Donc il y a aussi peut-être ce regard sur le méchant, mais Le bien et le mal. le bien et le mal. Là. Il y a quand même il y a quand même aussi cette démarche que vous faites de dire oui, ce sont des hommes, parce que c'était plutôt des hommes, ce sont des hommes qui ont commis l'irréparable et pourtant ils avaient une vie exactement comme dans les pires assassins des nazis. C'est pareil, ils rentraient chez eux, ils apprenaient à faire de la musique à leurs enfants. Donc il y a aussi sur ce que nous sommes comme humains et le rapport que nous pouvons avoir au mal. Oui, alors c'est vrai que moi, n'étant pas philosophe, je ne vais pas m'attaquer à la notion de bien et de mal, mais j'essaye d'être au plus près d'une réalité de la complexité humaine Tout à fait. et de ne pas être justement dans un jugement moral, mais de dire, voilà, ces gens-là, ce serait très confortable de dire, c'est des monstres, c'est des barbares, ce n'est pas nous. Non, c'est des gens comme nous. Euh, et c'est des gens qui, effectivement, rentrent le soir et redeviennent des époux, des pères. Alors, jusqu'à quel point, je ne sais pas. Oui. Et c'est important aussi de ce que je raconte sur, pas tant les tueurs, ces hordes de tueurs, de paysans, mais les cerveaux du génocide aussi, les autorités comme ce préfet de Boutaré, qui lui n'a pas tué de ses propres mains, mais qui a été une autorité importante pendant le génocide, qui par ailleurs, à un moment donné, accompagne et permet à ces convois de s'organiser. Et je ne sais pas s'il le fait en se disant, à un moment donné, on va perdre la guerre, il faudra que je puisse me prévaloir d'une bonne action, ou si c'est une sorte d'Eichmann à l'envers, c'est-à-dire quelqu'un qui dit, eh bien, le ministère a signé un accord pour que les enfants soient évacués, donc j'obéis aux ordres pour faire le bien au milieu du mal que je suis en train de coordonner, je ne sais pas. Et ce n'est pas à moi d'en juger quelque part. Moi, je raconte toute cette complexité, justement pour que chacun, chacune puisse prendre conscience de ça. Et l'autre chose aussi que je fais en tant qu'écrivaine et que j'interroge aussi, notamment dans le recueil de poésie, c'est ce qu'un génocide fait à la langue. Ce mot de travail, par exemple, que les tueurs utilisaient pour dire on va tuer. Ils partaient le matin, ils avaient des horaires presque de travail ordinaire, de paysans. Ils partaient le matin, ils allaient tuer des Tutsis, et au coucher du soleil, ils rentraient, ils disaient on a bien travaillé. Le terme qui est utilisé pour parler de viol, qui est on utilise le terme de libérer pour dire qu'on viole, qu'on commet des viols massifs sur les femmes Tutsis. Comment après, et ça ce sont des questionnements qu'ont pu avoir des gens comme Kertész sur quelle langue utiliser, ou Ceylan, des survivants de la Shoah, quelle langue utiliser, comment on se réapproprie une langue quand elle a été entachée par
par des idéologies génocidaires. Et c'est pas facile. Et le fait que j'écrive de la poésie, le fait que dans ce recueil de poésie, je puisse citer des poèmes d'Hannah Arendt, des poèmes de Charlotte Delbo, que je puisse faire référence à des femmes qui n'étaient pas forcément poétesses comme moi au départ, mais qui ont senti le besoin, après leur expérience d'Auschwitz, après leur expérience de camp de concentration, d'extermination, d'écrire de la poésie. C'est une façon aussi de dire contrairement à ce qu'a pu dire Adorno, il n'y a pas de poésie après Auschwitz. Il faut presque de la poésie après une expérience de survie d'un génocide, mais en interrogeant constamment la langue et en se la réappropriant, tout comme on se réapproprie nos récits quelque part. Et là, c'est aussi en tant qu'Africaine, je parle d'une terre où longtemps on a été raconté par d'autres. Et le drame même du Rwanda, tout à fait. Ce que vous c'est dites... que cette histoire de Hutu et de Tutsi, qui étaient des groupes sociaux qui existaient avant la colonisation, mais qui ont été transformés en race par les colons, qui sont arrivés avec leurs idéologies fin 19e, d'inégalité entre les races, et puis plein de fantasmes, en fait, de fantasmes coloniaux, on a été raconté par d'autres, on a cru cette histoire qu'on nous racontait de nous, et ça s'est terminé par un génocide. Donc, comment on se réapproprie une narration pour dire qui on est vraiment, d'où on vient vraiment, un peuple de poésie, une seule nation, et qu'est-ce qu'on veut devenir. C'est dans ça qu'on peut aussi offrir un espoir aux enfants du jour d'après. Bien sûr. Parce que c'est frappant, vous dites, toutes les images qu'on a vues du génocide ou des convois, c'était des images d'occidentaux. C'est jamais des images qui ont été prises par votre peuple. Mais peut-être, Mario, là, tu avais plein de questions. Oui. Et je fais des réponses tellement longues. Mais c'est notre bonheur. Oui. Mais moi, ce qui m'a marqué, entre autres dans le convoi, c'est toute la démarche d'honnêteté. Vous avez parlé d'Inchino tout à l'heure, et quand on l'a reçu, elle nous a parlé beaucoup d'honnêteté intellectuelle. C'est quelque chose que le récit permet, notamment. Ça m'avait beaucoup marqué, justement, vous parler de se réapproprier la langue. Vous dites beaucoup apprivoiser la langue dans le convoi. Le mot apprivoiser vient beaucoup. Puis ce questionnement-là sur les mots, est-ce que c'est quelque chose qui était possible aussi par la littérature ou le récit vous l'a permis beaucoup plus? Je pense que c'est un long cheminement et que chacun de mes livres est une façon d'interroger ce que la langue peut. J'écris en français parce que moi j'ai été scolarisée dès l'école maternelle en français, donc je suis rentrée dans la lecture et l'écriture par le français. Et symboliquement, ça peut faire très plaisir aux psys. La femme qui m'a appris le français s'appelle Madame Sauvé. Ça ne s'invente pas, je vous dis. Elle est encore vivante, elle vit dans le pays de la Loire. Et voilà, ça, c'est vrai que je ne le dis pas dans le livre, mais la personne qui m'a appris le français, qui est une langue qui me sauve à un moment donné, mais oui. Et qui aujourd'hui est celle qui me permet aussi d'être debout, s'appelle Madame Sauvé, Michel Sauvé. Je lui rends un hommage assez important dans un texte que j'ai publié dans un autre ouvrage. Donc chaque livre est une façon d'interroger la langue. Que ce soit dans le récit, mais aussi dans, dans la fiction et dans la poésie, bien sûr. Et oui, c'est à la fois apprivoiser quelque chose, c'est aussi revendiquer le fait que le français est ma langue. Parce que souvent, les auteurs de ce qu'on appelle la francophonie, parce qu'en France, il y a la littérature française et puis la littérature francophone. Et les autres. Oui. Et les autres, oui, un peu folklorique parfois. Mais on le vit très bien au Québec quand même. Nous faisons partie des autres. Mais c'est vrai que depuis quand on est auteur d'Afrique subsaharienne, moi je passe mon temps à dire mais le français est une langue africaine. C'est peut-être, comme disait Kateb Yassine, un butin de guerre, mais c'est une langue qui est arrivée par la colonisation, mais maintenant, j'ai presque plus envie d'avoir à me justifier d'écrire en français. Néanmoins, effectivement, c'est un français que j'apprivoise alors, ou qui m'a... Non, c'est moi qui l'apprivoise, que j'enrichis
de mon imaginaire à moi, qui lui est nourri du Kinyarwanda. Et c'est important aussi, je pense que même si je ne suis pas en mesure, moi, d'écrire en Kinyarwanda, parce que ça reste ma langue maternelle, mais c'est une langue du quotidien et pas de cette belle et haute poésie rwandaise, c'est important pour moi aujourd'hui de pouvoir avoir mes textes écrits en français, traduits en Kinyarwanda, parce que c'est une façon aussi de nourrir cette langue rwandaise, le Kinyarwanda, de littérature contemporaine. Parce que sinon, elle restera figée dans quelque chose d'ancien. Nous, on va tous écrire en anglais et en français. Et cette langue, qui est pourtant celle qui nous irrigue à la base, il faut qu'on on lui réinsuffle aussi notre littérature moderne aujourd'hui. Donc, c'est toute une réflexion qu'on a beaucoup entre écrivains originaires d'Afrique subsaharienne sur à la fois comment on publie, comment on rend à nos terres d'origine ce qu'elles nous ont offert, même quand ce sont des choses absolument dramatiques. Peut-être qu'on pourrait, Mario, revenir à ce dont on se parlait hier, Ouais. parce que dans ce récit, le convoi, vous dites à un moment donné que quand on dit « la vie ne tient qu'à un fil », on ne se rend pas compte de ce que ça peut être. Et le récit de ce convoi, on se dit « mais mon Dieu, c'est incroyable tout ce qui vous a permis d'être ici aujourd'hui. » À tout moment, ça pouvait basculer. Mais oui, c'est absolument fou. D'abord, ne serait-ce que le fait que vous parliez français. Oui. C'est peut-être ça qui a été... puis je sais pas de l'arrogance, je ne dis pas ça devant les élèves de Stanislas, mais quelle un peu une impertinence de dire que vous êtes du pays de François Mitterrand, alors qui était faux. Qui était faux, puisque vous êtes... Mon père était polonais. Donc, c'est incroyable, ça. Ouais. Il s'appelait Stanislas, d'ailleurs. Il n'y a pas de hasard. Non. Ouais. Oui, mais c'est aussi ce que je dis quand je vais dans les écoles, dans les lycées. Je dis aux élèves, décrochez de temps en temps des réseaux sociaux et intéressez-vous à l'actualité. Alors ça fait beaucoup plaisir aux profs documentalistes. Parce que je leur dis, moi, justement, c'est parce que quand ma mère écoutait les infos à la radio, j'écoutais avec elle et que j'étais consciente des réalités géopolitiques du moment, je savais que pour les génocidaires, la France était considérée comme un pays ami, un pays qui les soutenait, en tout cas certains politiques et beaucoup de militaires, que j'ai pu inventer ce mensonge-là. Et donc, de la même façon que je tanne mon fils en lui disant, écoute, n'écoute pas la musique le matin, écoute au moins une fois les infos avec nous. Est-ce que tu es au courant qu'il y a des élections en Russie? Est-ce que tu es au courant de qu'est-ce qui se passe en France en ce moment? Est-ce que tu sais qui sont les différents partis politiques? Parce que on ne sait jamais ce qui peut nous sauver. Et on ne sait jamais à quel moment on peut avoir besoin soit de se sauver soit de sauver un autre. Et vraiment, et je dis ça aussi parce que je sais qu'en France comme ici, alors encore plus ici, je suis sur des terres où les gens n'ont jamais connu la guerre, ni leur père, ni leur mère, ni leurs grands-parents. On est dans un monde hyper protégé. Alors évidemment, c'est aussi, le Québec est une terre d'immigration, donc il y a beaucoup de gens ici qui viennent ici parce qu'ils ont dû fuir des guerres, mais cette sorte de... Il y a un documentaire que j'avais vu d'ailleurs qui s'appelait Le confort et l'indifférence. Et c'est un terme qui est une histoire québécoise, mais qui m'a beaucoup... d'ailleurs, dans un des poèmes, je parle de confort et d'indifférence. À un moment donné, on est comme anesthésié par rapport à la réalité de comment une guerre, un massacre peut faire intrusion dans sa vie. Et on regarde des choses de loin, on regarde la Palestine de loin, on regarde... Et finalement, de se dire, restons en alerte et demandons-nous à tout moment comment ça peut basculer. Et on est dans une époque où les idéologies d'extrême droite, le néofascisme est en train de gagner partout. Donc quand je dis aux jeunes, je suis là aussi pour vous mettre en alerte parce que j'étais consciente de ce qui se jouait autour de moi que j'ai pu me sauver. Ne pensez pas que c'est juste une histoire africaine d'il y a 30 ans. Ça vous concerne aussi aujourd'hui, ici et maintenant. Et
je ne sais plus, c'était un petit texte comme ça que j'ai longtemps gardé sur moi, qui disait, quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Oui. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher je sais pas quoi, et à un moment donné, ils ont emporté tout le monde et il ne restait plus que moi. Donc voilà, c'est aussi une histoire de solidarité. Si on attaque un autre, que moi, c'est un frère et une sœur humaine, et qui dit que ces gens qui l'attaquent demain ne m'attaqueront pas? Rien que pour ça, intéressez-vous, soyez en alerte. Et, voilà, luttons contre le fascisme, le néofascisme. Je pense, Eric, désolé, Eric, tu avais une question? Oui, en fait, ça concernait la langue, donc le kinyarwandais. C'est une question peut-être un peu candide, mais est-ce qu'il existe une version kinyarwandaise du génocide? Parce que moi, j'ai lu pas mal autour de ça et toujours des textes écrits en français. Donc, j'en ai pas vu de traduction. Est-ce que le génocide a été dit et publié et diffusé dans cette langue-là? Oui. Alors au début, il y a eu beaucoup de témoignages oraux, il y en a encore qui sont faits. Il y a un vrai travail de mémoire qui est fait au Rwanda avec des commémorations tous les ans où les gens témoignent à la radio ou dans des assemblées communes. Il y a eu quelques textes qui ont été écrits directement en Kinyarwanda. Et puis, au-delà de ça, la question c'est est-ce que dans le Kinyarwanda, il y avait un mot pour dire génocide? Non, mais de la même façon que le mot de génocide a été forgé en Europe, par exemple, après que le génocide arménien ait eu lieu. Enfin, c'est aussi des notions, enfin, je pense à Raphaël Lemkin, toutes des notions qui ont été pensées, réfléchies d'un point de vue juridique, ou même dans la langue après la Shoah. Et donc au Rwanda, oui, il a fallu aussi inventer un mot adapté du français, génocide, et puis il y a Itsemba Tsemba et Itsemba Bgoko, qui sont pour dire extermination et extermination d'une... Bgoko. Alors le mot Bgoko en Kinyarwanda, c'est le même mot qui définissait les clans ou Hutu, Tutsi, Twa, qui a été ensuite traduit par les colons par d'un côté clan et d'autres ethnies. Mais chaque fois, ça ne correspond pas vraiment à une réalité, mais il a fallu inventer des mots. Il a fallu... et puis, comme je dis, beaucoup de choses ont été écrites en français et en anglais, mais il y a aussi quelques textes qui ont été faits en Kinyarwanda. J'ai lu à un moment donné les trois recueils de témoignages de Jean Hatzfeld il y a plusieurs années. Donc, je me souviens d'avoir beaucoup pleuré, mais je me souviens surtout d'avoir eu le sentiment qu'il y avait quelque chose comme parce que la seule distance possible pour le lecteur qui recevait ces témoignages-là, c'était la singularité du français, disons, dans ces témoignages-là. Et je me suis simplement demandé depuis, est-ce que c'était la langue, est-ce que c'était leur langue ou est-ce que c'était le Kinyarwanda, finalement pas rwandais? Est-ce que je vous entends? Mais bref, donc c'est ça, je me demandais juste comment on... Alors, les textes d'Asphalt ont été très importants pour faire connaître cette histoire au monde français, au monde occidental. Moi, j'ai eu l'occasion de dire à Jean Asphalt, c'était une rencontre mémoriale de la Shoah, que moi, ce qui m'avait quand même gêné, c'est qu'à aucun moment, il ne citait ses traducteurs. Et je trouve que c'est un peu problématique parce que à un moment donné, on parle beaucoup de la langue de Asphalt. La plupart des gens qu'il interviewe sont des paysans sur la colline. Donc, c'est des gens qui ne parlent pas le français. Alors, bien sûr, quand il y a une assistante sociale ou un instituteur, ceux-là parlent le français. Et quand on est rwandais et qu'on parle les deux langues, on sent effectivement que cette langue-là, est une langue qui, pour moi, est la langue de la génération de nos parents. C'est une sorte de langue matinée de belgicisme, un peu passée comme ça. Et je trouve que, pour le coup, c'est une question d'éthique aussi. Ça n'a pas été très clair de sa part. Je lui ai dit, d'ailleurs, on doit avoir... c'était pas très confortable pour lui, mais je pensais que c'était... Moi, en tant qu'écrivaine, je pouvais lui dire, mais à un moment donné...
quel est votre rapport voilà, parce que j'avais entendu quelqu'un à la radio lui dire, mais voilà, vous êtes parti au Rwanda, vous avez parlé avec des gens qui sont, le Rwanda est francophone. Enfin, le pourcentage de population au Rwanda qui est francophone, qui peut avoir une conversation en français, je pense que c'est maximum 15%, même pas. Peut-être moins, parce qu'en fait, 65% de la population aujourd'hui est née après le génocide. Tous ces gens ont été scolarisés en anglais. Donc voilà, je pense qu'on va avoir il y a un débat qui est prévu en France pour que justement, enfin, cette question de la langue, parce que cette langue-là, pour moi, c'est vraiment, je pense, la langue des traducteurs. Peut-être à quel moment est-ce que lui l'a transformé, se l'a approprié, je ne sais pas, c'est pas très clair. Et pour le coup, ça, ce sont des choses aussi qui sont intéressantes parce que moi, j'arrive aujourd'hui en disant les textes qui ont été faits par les étrangers sont importants. Vraiment, ça a permis de faire connaître des choses. Mais maintenant, quand on interroge, si vous faites un micro-trottoir n'importe où, enfin, à Tokyo, à Montréal, à Paris, en disant mais qu'est-ce que vous avez lu sur le génocide des Tutsis du Rwanda, on ne vous citera que des auteurs étrangers qui sont venus chez nous, qui ont recueilli des textes, qui certains ont fait des textes fondamentaux très importants. Mais personne ne vous dira, voilà, le texte d'un survivant rwandais, il y en a très peu. Les gens... Donc, c'est aussi une façon de dire, et je ne suis pas du tout en train de délégitimer les autres, mais peut-être que le temps est venu aujourd'hui de prendre la parole, oui. Voilà, et c'est vraiment une réappropriation aussi du récit de dire, et bien voilà, moi qui suis rwandophone, francophone, je raconte depuis l'intérieur et cette histoire est importante. Il y a vraiment, enfin moi j'ai une prise de conscience que j'ai eue il n'y a pas longtemps en me disant, mais de la même façon que l'Afrique a été longtemps une terre de matières premières, est-ce qu'on n'a pas été aussi une terre de matières premières pour les récits qui ont été racontés par des grands reporters, etc. Et c'est très bien, mais peut-être que maintenant, on va être ceux qui font, qui vont aller jusqu'au bout du processus d'écriture et produire des vrais récits littéraires. Parce que ce qu'on fait là, c'est... pour moi, le convoi, c'est un témoignage, mais c'est aussi un récit littéraire qui s'inscrit dans ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature du réel, et qui soit fait par des Rwandais, quoi. Voilà. Ça éclaire beaucoup mes intuitions. Je pense qu'on a une question de nos auditeurs, auditrices, de derrière leur écran. Oui, je vais vous la poser telle quelle. Quel est l'effet de se sauver d'un génocide, mais de voir qu'en 2024, avec la situation en Palestine, qui nous rappelle ce qui est arrivé au Rwanda, comment vit-on avec ce sentiment, cette situation qui se répète? C'est désespérant, vraiment. Chaque fois que je parle du convoi, bien sûr qu'on parle après de la Palestine, de se dire mais comment se fait-il qu'on ait encore... Et pourtant la situation a changé, c'est-à-dire que ce que je raconte en 94, il n'y avait pas d'image faite par les Rwandais, il n'y avait pas de récit directement fait par les Rwandais. Aujourd'hui, on a plein d'images qui nous arrivent de Gaza, et pourtant, il ne se passe rien, et les gens sont en train d'être massacrés dans une sorte de... Oui, c'est une sorte de silence assourdissant, quoi. Et oui, ça me désespère, ça m'attriste chaque matin. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bien sûr. Vous parlez, parce qu'on a beaucoup parlé aussi de la langue du convoi, mais dans le convoi, il y a le témoignage aussi. Vous dites à un moment donné qu'il ne faut pas avoir peur des détails. Dans ce témoignage-là, moi j'avais des frissons lorsque j'ai lu du début jusqu'à la fin parce qu'on sent on entend le bruit, mais on entend le silence aussi, paradoxalement parlant. Vous dites, quand vous avez raconté ce témoignage-là, vous aviez des nœuds, vous avez besoin de massage. Comment ça a été d'écrire ce témoignage-là au lieu de le raconter? Ça a été très... je l'ai écrit dans un train, aller-retour. J'allais à Paris, j'étais dans le sud de la France, donc j'ai fait 5 heures aller, 5 heures retour, 10 heures comme ça. C'est sorti tel quel, je ne l'ai pratiquement pas retravaillé. C'était là depuis toujours finalement. Et quand je l'ai eu écrit, je me suis dit, voilà, c'est quelque part. Ça ne disparaîtra pas. Parce que il m'est parfois arrivé, par exemple, en étant dans un avion et il y avait beaucoup de turbulences ou des moments où je me disais, mais si je meurs maintenant, cette histoire, eh bien, je l'emmène avec moi. Et elle ne sera nulle part. Et finalement, c'était des moments où mes enfants étaient encore trop petits, je ne leur avais pas raconté en détail.
Donc, il y a l'impression de... Presque, oui, je peux mourir maintenant, c'est quelque part, et ça ne disparaîtra pas. Et, et si aussi, à un moment donné, parce que je raconte comment la première fois que je suis allée témoigner dans une école, je suis arrivée, il y avait une dame, Evelyne Askolovic, qui était en train de témoigner, qui a plus de 70 ans. Et j'ai été saisie d'une sorte de fatigue en me disant, mon Dieu, ça veut dire qu'à son âge, je devrais encore aller témoigner. Et bien sûr que je sais que, on vient de parler de la Palestine, il faut encore aller témoigner. Il faut encore aller expliquer des choses tellement basiques il ne faut pas tuer les gens. Mais c'est ça, en fait. Non, c'est terrible. Il ne faut pas massacrer ses voisins, il ne faut pas massacrer les enfants. Il faut encore, et il faudra encore, malheureusement. Et quand j'ai vu ça, je me suis sentie un peu fatiguée à l'avance. Et quelque part, je me dis que maintenant que le livre existe, que ce récit est quelque part, si à un moment donné, je me sens trop fatiguée, justement, que pour le faire à l'oral, au moins les enseignantes et les enseignants pourront faire lire ça à leurs élèves. C'est ça aussi que peut la littérature. C'est de transmettre au-delà de notre capacité à porter dans notre corps quelque chose. Marie, tu as une question? Ouais, en fait, c'est plus une remarque ou interagir avec vous sur... en fait, la littérature, c'est aussi un temps long. Enfin, on voit qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en Palestine, c'est comme si nous-mêmes, loin, avec impuissants, on vit un état de sidération et que le temps, et aussi le temps de l'écriture et le temps de la réflexion, le temps, vous, de votre enquête, en fait, permet de comprendre, enfin, d'essayer de comprendre, de tenter de comprendre ou de tenter d'accepter. Et donc, il y a cette histoire aussi de distanciation et en même temps de proximité. C'est-à-dire, quand on lit votre livre d'une grande sobriété, j'ai trouvé qu'il était bouleversant justement dans quand vous racontez ce temps long de la recherche, ce temps long de la possibilité d'être entendu et de la justification, d'arrêter de se justifier, de pouvoir témoigner, etc. C'est juste dire que nous qui sommes là à travailler pour la littérature, en tout cas d'essayer d'être des passeurs de celle-là, de celle que vous écrivez, que c'est celle qui permet toujours de se distancier par rapport à ce qu'on vit. Et ce qui est difficile avec la situation d'aujourd'hui, avec la Palestine et avec les autres choses qui se passent dans le monde, c'est qu'on n'a pas ce temps-là, on est sidéré en fait aussi, et on attend que des voix, et notamment des voix d'écrivains, puissent s'asseoir et écrire, et peut-être dans un train aller-retour pour nous raconter ce qu'on n'est pas capable d'entendre, même si on l'entend chaque matin. Voilà, et donc je trouve que votre livre, c'est exactement le miroir de ça, c'est-à-dire que c'est 30 ans quand même qui se sont passés. Moi, j'ai à peu près le même âge que vous, puis je me souviens très bien de 94. Et c'est 30 ans, en fait, pour permettre d'en parler. Et c'est heureux qu'aujourd'hui, vous puissiez le faire et que pendant ces 30 années, il y ait eu des tentatives. Moi, je me souviens de la parution du livre de Saint-Exupéry. C'est ça, ce qui a été déjà un moment marquant parce que, vous l'entendez, moi, je suis française de naissance et donc la position de la France ambiguë par rapport au génocide, il y a aussi, il a dû se passer 10 ans avant qu'on soit capable déjà de dire quelque chose, et je pense que son reportage et ce qu'il a pu dire à ce moment-là a été important. Et voilà, on est 20 ans plus tard et il faut encore, et c'est vrai que je comprends votre fatigue de savoir qu'il faudra toujours répéter, parce que vraisemblablement en nous, humains, il y a cette part de violence et de violence envers l'autre qui se répète inlassablement, et cette impossibilité d'entendre toujours et de... Voilà, oui, il y a de la violence, mais il y a aussi une immense lâcheté. Oui. De ne pas dire, de ne pas dénoncer. De ne pas vouloir voir, de Oui. ne pas vouloir agir. Je regardais, il y a 2 jours, on faisait une projection, j'étais invitée dans un festival et ils ont projeté un film, un documentaire sur la question de la France au Rwanda de Jean-Christophe Klotz. Et il y avait la secrétaire d'État américaine chargée des affaires africaines qui témoignait du fait que pendant des semaines et des semaines aux Nations Unies, les États-Unis bloquaient pour qu'on n'utilise pas le mot de génocide par rapport à ce qui se passait au Rwanda, parce que sinon, légalement, ils auraient été obligés d'intervenir.
Et symboliquement, moi, je suis quelqu'un qui attache beaucoup d'importance au prénom dans mes romans. Cette nana, elle s'appelle Prudence. J'avais jamais, c'est en regardant le documentaire. Et en fait, cette espèce de lâcheté de dire on ne va pas prononcer le mot génocide, on va pas agir, on ne va pas arrêter ce qui est en train d'arriver. Et symboliquement, vous parlez justement, quand les Sud-Africains ont parlé de génocide pour la question de la Palestine il y a quelques semaines, c'est vrai qu'on oublie cette question de symbolisme. Et ces jours-ci, Gilles Kepel sort un livre Holocauste au pluriel, en volontairement utilisant un mot à forte connotation et notamment religieuse pour parler de la question de la Palestine et d'Israël. Et je trouve que c'est vrai qu'aujourd'hui, d'où l'importance de vos visites dans les écoles et d'où l'importance de cette langue, de cette fameuse, de ces mots et de la symbolique des mots et de trouver des espaces où on peut vraiment expliquer ce que ça sous-entend et ce qui est utilisé par nos gouvernements pour justifier des comportements ou des non-comportements, des non-agissements, c'est très fort. Et la symbolique de votre prénom, Beata. Ah, c'est béni quand même. Beata, ça veut dire heureuse. Mais oui. C'était une sorte d'injonction au bonheur. Tout à fait, absolument. Eh bien voilà, on aurait passé notre matinée là, mais bon, on doit retourner à un travail moins rigolo. Mais non, je ne dis pas. Alors donc, encore merci beaucoup, Beata. Merci beaucoup à nos amis de Mémoire d'Encrier de nous avoir permis de vivre cette matinée. Mario, c'était super encore. Hein. Merci beaucoup. Donc, merci à vous qui êtes derrière votre écran. Et puis, on pourra, Jean-Baptiste, rediffuser ou envoyer. Donc, à la demande, on peut envoyer cette heure avec cette incroyable femme qui nous raconte aussi une espérance. Merci à tous alors. Donc, je rappelle les titres peut-être. Oui, quand même, je manque à mes devoirs. Culbuter le malheur chez Mémoire d'Encrier et Le Convoi chez Flammarion. Merci. Merci Gilda. Merci.